Bonjour à tous, vous êtes déjà bien nombreux, donc on va pouvoir démarrer. Donc bienvenue dans ce premier webinaire de 2024. L'occasion pour nous de revenir un petit peu sur le marché immobilier des SCPI en 2023 et vous présenter les résultats de la SCPI Hirokozen de 2023. Donc pour ce webinaire, je suis accompagné de Gauthier de la Brousse-Mailloux, qui est président d'Hiroko, et également de Guillaume Debatz, qui est directeur des fonds chez nous, donc qui gère au quotidien notamment la performance de votre SCPI Hirokozen. Donc avant de démarrer, on vous rappelle que vous pouvez poser l'ensemble de vos questions directement dans l'onglet questions en bas à droite et non pas dans le chat, dans l'onglet questions donc en bas à droite de votre écran. Et puis on reviendra évidemment à la fin de cette présentation pour répondre aux questions les plus posées. Et en attendant, on a une équipe évidemment qui va vous répondre au fil de l'eau directement dans le chat. Donc avant de démarrer, on va revenir un petit peu sur le fonctionnement même d'une SCPI. Donc une SCPI, ça permet de réunir des épargnants pour qu'ils investissent ensemble en immobilier d'entreprise. Donc concrètement, vous confiez des capitaux à une société de gestion comme Hiroko, qui se charge pour vous, en contrepartie de frais, d'investir ces capitaux, de les transformer en immobilier, de gérer les immeubles et puis de potentiellement les revendre à terme. Cet immobilier, évidemment, il génère un revenu potentiel qui est reversé mensuellement ou trimestriellement en fonction des SCPI à l'ensemble des épargnants. Et donc, une SCPI, concrètement, ça permet d'investir en immobilier à partir de quelques milliers d'euros et surtout sans se préoccuper des contraintes de gestion qui sont gérées par la société de gestion. Donc, comme tout investissement en immobilier, les SCPI présentent un risque. C'est exactement le même fonctionnement que si jamais vous achetez demain un appartement que vous mettez en location. C'est un investissement qu'il faut voir sur le long terme. Donc, chez Hiroko, on a une durée de placement recommandée qui est supérieure à 8 ans. Il y a une liquidité également qui peut être limitée, puisque lorsque vous souhaitez ressortir de la SCPI, il faut qu'il y ait au moins une personne qui souhaite également souscrire pour le même nombre de parts dans la SCPI pour pouvoir satisfaire votre retrait. Et le capital et les revenus ne sont pas garantis. Le capital, il peut évoluer à la hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution de la valeur du patrimoine de la SCPI. Et les revenus dépendent évidemment de l'encaissement des loyers. Donc, c'est vrai qu'en 2023, une fois qu'on a présenté un petit peu les SCPI, c'est vrai que l'année 2023 était un petit peu chahuté sur le marché de l'immobilier d'entreprise et ça s'est répercuté évidemment sur les SCPI. Vous avez pu lire, comme beaucoup de monde, dans la presse spécialisée, un certain nombre d'articles qui décriaient un petit peu les SCPI en évoquant des difficultés pour certains acteurs, notamment en ce qui concerne la valorisation des parts et également la liquidité. Donc Gauthier, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui s'est réellement passé sur le marché de l'immobilier d'entreprise et des SCPI en 2023 ? Merci Antoine, bonjour à tous. Effectivement, en 2023, il y a eu des événements assez notables sur le marché des SCPI, qui était un marché assez homogène auparavant et dans lequel on s'était habitué aussi à avoir des performances régulières, des revalorisations de prix de part régulières, avec la hausse des taux. Avec la hausse des taux, il y a eu un mouvement de fond, de baisse des prix de l'immobilier, qui se sont évidemment répercutés sur les prix de part et les valorisations des patrimoines de beaucoup de SCPI et principalement des SCPI historiques qui achetaient principalement du bureau et qui ont constitué leur stock ces dernières années dans un monde où l'argent n'était pas très cher et du coup l'immobilier était cher et les taux du coup de rendement étaient faibles. La conséquence de ça, c'est pour nous une grande disparition des acheteurs sur le marché immobilier avec du coup un changement du rapport de force. Puisque auparavant, quand vous aviez d'argent à investir, vous aviez aussi beaucoup de concurrents pour acheter des biens et du coup, mécaniquement, ça tirait les prix vers le bas. En 2023, on a senti un très gros changement sur les marchés immobiliers où ceux qui arrivaient à maintenir de la collecte se sont retrouvés en position de force pour négocier avec les vendeurs, ce qui a plutôt fait nos affaires, vous allez le voir en 2023, et ce qui va continuer à le faire dans les années à venir. Mais pour revenir au bruit médiatique, Antoine, c'est vrai que quand l'argent sans risque et que vous pouvez faire des placements en compte à terme, par exemple, à 4,50 et que cet argent est garanti, il y a beaucoup d'institutionnels et de particuliers qui ont arbitré, qui ont quitté l'immobilier pour investir dans d'autres classes d'actifs qui présentaient à ce moment-là un meilleur couple risque-rendement
Et clairement, aujourd'hui, on peut distinguer deux familles en immobilier. D'un côté, une famille de SCPI, il y en a encore une de BNP Paribas qui a annoncé une baisse importante de son prix de part, qui sont des SCPI historiques, qui ont des rendements autour de 4,50, du coup proches des taux sans risque. Et du coup, c'est des SCPI qui aujourd'hui sont plus compétitives par rapport à l'argent sans risque. Et du coup, il y a beaucoup de retraits et du coup, des blocages de liquidité. Et de l'autre, il y a des SCPI comme Hirokozen pour lesquels le risque est rémunéré puisqu'on maintient un delta, on maintient une différence entre le taux de l'argent sans risque et le taux de la SCPI Hirokozen qui fait que le risque est bien rémunéré. Et du coup, on pouvait parler auparavant d'un marché homogène en immobilier et entre guillemets, tout allait bien pour tout le monde. Là, clairement, la donne a changé et la crise a créé deux groupes. Un groupe de SCPI qui a une performance proche des taux sans risque, des blocages de liquidité, et des SCPI qui ne vont pas pouvoir profiter des soldes qu'il y a actuellement sur le marché immobilier, et d'autres qui collectent, qui profitent pleinement du marché immobilier et qui ont un rapport de force qui leur est très favorable sur les marchés à l'achat pour acheter dans de bonnes conditions de l'immobilier. Ok, merci Gauthier, très clair. Donc effectivement, tu viens de l'expliquer, il y a aujourd'hui un marché à deux vitesses avec les acteurs historiques qui sont un petit peu à la peine et notamment en termes de valeur de part et de liquidité. L'autre côté, des acteurs un petit peu plus jeunes qui arrivent à tirer leur épingle du jeu et à profiter du contexte. Est-ce que tu peux nous dire justement dans quel camp se situe aujourd'hui Hirokozen et comment c'est passé en 2023? Donc, on a fait effectivement une année 2023 assez remarquable dans le contexte où beaucoup d'acteurs immobiliers ont souffert. On a réussi à maintenir la confiance avec les marchés, avec nos épargnants. On a eu beaucoup de souscriptions, de resouscriptions et du coup une collecte qui a été très importante. On a collecté plus de 250 millions d'euros en 2023, ce qui porte la capitalisation d'Hirokozen à 467 millions d'euros à la fin de l'année dernière. On a quasiment 11 000 épargnants qui nous ont rejoints et c'est une grande fierté pour nous parce qu'on a aujourd'hui construit, grâce à cette collecte, une base qui est saine, des fondamentaux qui sont sains et ce qui présage du coup d'un bel avenir pour Hirokozen. D'abord parce qu'on a un ratio d'emprise qui est faible pour les institutionnels. On a une part des institutionnels au capital qui est autour des 10%, ce qui est, pour information, à peu près deux fois et demi inférieur à la moyenne de marché. Et ce qui fait que cette granularité-là, elle est importante pour la liquidité du véhicule. Aujourd'hui, on a évidemment 0 part en attente. Et avec ce ratio d'emprise des institutionnels, on n'a aussi pas de risque fort si demain il y a un retrait, de ne pas pouvoir l'honorer et d'avoir un blocage de liquidité. La collecte, elle arrive évidemment avec un très bon timing. On est ravis aujourd'hui de faire partie des derniers acheteurs présents avec les poches pleines sans avoir besoin de recourir à de la dette. Et ce qui fait qu'on a pu faire 38 acquisitions et faire partie des gros acheteurs en Union européenne, en Europe de l'Ouest. En 2023, on a sourcé énormément de dossiers, vous allez le voir après, ce qui nous a permis de faire des bonnes acquisitions. Ce que vous voyez aussi, et ce qu'on voulait vous montrer, c'est la granularité de la SCPI. De la même manière qu'on a des bases saines sur notre collecte, qui est diversifiée, qui ne repose pas sur quelques acteurs qui pourraient demain bloquer la liquidité, on a un sous-jacent immobilier qui est granulaire. On a une taille moyenne d'actifs autour des 5 millions d'euros pour Hirokozen, ce qui fait qu'on a des petits actifs qui sont liquides et du coup, le risque locatif est aussi diversifié, puisque si on avait en fait un bâtiment deux bâtiments à 250 millions d'euros, on aurait deux locataires, et s'il y a un de ces locataires qui avait une difficulté, c'est toute la SCPI qui se retrouve en difficulté. Donc il y a un gros travail et voilà, qui se manifeste aussi par une certaine absence de paresse pour aller chercher des deals, pour en négocier beaucoup et pour maintenir une haute liquidité des actifs, de granularité, pour avoir un bon couple risque-rendement. Super. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, évidemment, c'est la performance de la SCPI Hirokozen en 2023. On a fait 7,10% en 2021, 7,04% en 2022. Et qu'en est-il en 2023, Gauthier? Merci Antoine. Du coup, en 2023, on a fait mieux que les années précédentes. On a fait 7,12% de taux de distribution. On est très fiers. C'est l'aboutissement d'une grosse année de travail.
Et 3 années à plus de 7%, c'était clairement l'objectif qu'on s'était fixé. C'est une performance qui n'a pas été réalisée par aucun autre acteur sur le marché, de faire 3 ans comme ça à plus de 7%. C'est quelque chose qui est remarquable. En revanche, il y a un point à noter, c'est qu'on a réussi à augmenter la performance entre 2022 et 2023. Et on pense aujourd'hui chez Hiroko qu'Hiroko Zen est bien lancé, notamment grâce à toutes les acquisitions qu'on est en train de faire dans le pipe et celles qu'on a pu faire en 2023, vers une augmentation de ces rendements, parce que l'immobilier, le sous-jacent, on arrive aujourd'hui à l'acheter avec des taux de rendement qui sont plus élevés que ces dernières années. Étonnamment, en 2022, il y avait une collecte record et l'immobilier était au plus cher. Aujourd'hui, on a un marché qui n'est pas hyper rationnel, parce qu'en fait, l'immobilier est moins cher, on a des meilleurs taux de rendement et la collecte est moins présente globalement sur le marché. Ce n'est pas le cas, heureusement, pour Hiroko. Mais du coup, sachez qu'aujourd'hui, la collecte, elle est très autoréalisatrice, et les SCPI qui arrivent à collecter embarquent de la performance. Et cette performance-là, en fait, elle est plutôt elle est le long terme, puisque les actifs qu'on embarque aujourd'hui ont des taux de rendement qui sont élevés. Donc on va essayer de maintenir la cadence, de continuer à dépasser notre objectif non garanti de 5,50. Et je tiens à rappeler évidemment que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Maintenant, soyez assurés toute notre énergie au quotidien, la mienne et celle de toutes les équipes, pour continuer à battre cet objectif et à faire mieux en 2024 qu'en 2023. Merci Gauthier. Je vais maintenant me tourner vers toi, Guillaume. On va commencer à décortiquer un petit peu la performance, et notamment en termes de dividendes. C'est vrai que vous êtes nombreux à nous poser la question sur la différence entre le dividende brut de fiscalité étrangère et net de fiscalité étrangère. Gauthier vient de vous montrer qu'on augmente la performance au fil de l'eau, au fil des années, et vous êtes nombreux à vous interroger sur le fait qu'elle baisse, en tout cas les dividendes perçus réellement sur votre compte bancaire. Donc, est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu là-dessus, Guillaume? Oui, effectivement, petit rappel en SCPI, pour pouvoir comparer toutes les SCPI qu'elles investissent 100% en France ou à l'étranger, tout en partie, on a mis en place effectivement cette définition de taux de distribution où on réintègre la fiscalité que la SCPI s'est acquittée à l'étranger. D'où la différence entre le dividende brut de fiscalité étrangère de 14,23 et le dividende net de fiscalité étrangère de 12,25. Vous avez pu le voir, ça fait à peu près sur le taux de distribution 1% d'écart, et cet écart s'est creusé sur l'année 2023 du simple que nous avons augmenté notre proportion d'actifs acquis à l'étranger et donc de loyers perçus à l'étranger, passant de 43% à 59% en 2023. J'ai vu une question effectivement sur la fiscalité, sur le fisc et l'appréhension du fisc sur ces déclarations fiscales des associés. Soyez assurés effectivement que d'un point de vue fiscal, en fait, les conventions fiscales ont été signées entre la France et ces pays étrangers, ce qui permet effectivement l'octroi de crédits d'impôt ou de réduction d'impôt à hauteur de l'imposition déjà acquittée par la SCPI à l'étranger. Ouais, merci Guillaume. C'est vrai que la question revient souvent, et il faut rappeler évidemment que un des avantages d'aller investir à l'étranger, c'est également la fiscalité, en tout cas pour nos associés personnes physiques, puisque les prélèvements sociaux ne sont pas dus sur les revenus fonciers étrangers. Donc on va maintenant passer au décortiquage de la performance. On va essayer de comprendre comment on a fait 7,12% en 2023. Donc il y a évidemment plusieurs piliers qui permettent de jouer, en tout cas d'optimiser un maximum la performance. Il y a d'une part le modèle de notre SCPI, qui est une SCPI sans commission de souscription, sans frais d'entrée. Il y a également le travail de notre équipe immobilière au quotidien, également la gestion des fonds au quotidien, et ça fait la partie Guillaume. Donc je te laisse la main, Guillaume, sur la partie modèle de frais. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que notre modèle de SCPI sans commission de souscription impacte aujourd'hui la performance et le taux de distribution? Effectivement. Alors, premier appel, donc c'est la structure d'Hiroko Zen aujourd'hui, d'un point de vue des frais. On ne prend pas de frais d'entrée lorsqu'un épargnant place 1 euro dans la SCPI. On se rémunère au moment où on investit cet euro à hauteur de 3% du montant de l'acquisition.
le marché des SCPI, structurellement, 95% des SCPI aujourd'hui ont à peu près 10% de frais d'entrée sur le capital. Et donc, c'est-à-dire, lorsqu'un associé met 100 euros dans une SCPI classique, autre que Zen, alors il n'y a plus que 90 euros qui sont disponibles à l'investissement. Nous, chez Hiroko, on arrive à en mettre davantage, puisqu'on réduit nos frais d'entrée. Et sur l'année 2023, ça représente 17,8 millions d'euros, finalement, que nous avons pu investir en plus d'une SCPI classique. Et 17,8 millions d'euros, avec notre rendement immobilier, ça représente sur l'année 2023 un gain sur le taux de distribution d'environ 32 points de base, 0,32%. Oui, donc concrètement, hein, si on doit traduire ça sur le taux de distribution, si on avait une SCPI avec un modèle classique avec 10% de frais d'entrée, on n'aurait pas fait 7,12, mais plutôt aux alentours de 6,60. C'est ça? Exactement, Antoine. C'est exactement ça. On aurait donc réduit notre taux de distribution, ou alors une autre manière de voir les choses, c'est que ça nous permet de gagner en qualité sur nos actifs, de prendre moins de risques à l'investissement et de prendre des actifs plus qualitatifs et de distribuer toujours le même taux de distribution. Ok, très clair. Et on rappelle évidemment qu'on n'a pas de commission de souscription sur la SCPI Rocozen, mais ça reste un placement long terme. Donc, on a une commission de sortie pour éviter les allers-retours et les effets de bord, une commission de sortie de 5% avant 3 ans de détention. Donc, on vient de voir le premier pilier qui était la partie commission de souscription, et le deuxième, c'est plutôt lié à notre équipe d'investissement. Est-ce que Gauthier, tu peux nous éclairer sur ces points-là et quels sont les critères qu'on peut actionner pour optimiser la performance de la SCPI? Effectivement, le deuxième pilier de notre performance, c'est notre sous-jacent. Quand vous devenez épargnant d'Hirokozen, vous devenez propriétaire, copropriétaire de bâtiments. On a une équipe on a une stratégie d'acquisition qui est un peu particulière dans le marché, puisqu'on essaye d'être extrêmement actif. Et dans le contexte, c'est quelque chose qui est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est compliqué quand on reçoit un dossier de savoir réellement quel est le contexte du vendeur et à quel point ce prix est négociable. Et du coup, on a pris le parti cette année de staffer largement les équipes et d'être capable d'analyser un pipe, d'analyser beaucoup de dossiers d'investissement. On a étudié plus de 1600 dossiers d'investissement en 2023 et on a envoyé 538 offres. Ça fait quasiment plus de 2 par jour ouvré. Et c'est pas anodin. Faire une offre chez nous, c'est pas forcément l'occasion de se positionner en fait en termes de prix. C'est plutôt l'occasion de comprendre quel est le contexte du vendeur et d'essayer de voir s'il n'y a pas une opportunité parce que le vendeur pourrait être dans un contexte où il aurait besoin de vendre rapidement. On a fait 538 offres et 58 deals ont été négociés. Donc ce que vous voyez, c'est que nos offres sont plutôt agressives et qu'on a rarement des accords sur le prix. Et ensuite, ce que vous voyez, c'est qu'avec 38 acquisitions réalisées, il y avait pour nous une vraie phase de négociation qui démarre, sur laquelle on perd des deals, mais qui sont importants pour nous. C'est la phase du due diligence, où les équipes analysent les actifs, les visitent, font des audits techniques et négocient les éventuels défauts du bâtiment qui n'étaient pas anticipés ou pas disclosés au moment où on a reçu le dossier, que ce soit sur les caractéristiques environnementales ou que ce soit sur des problèmes parfois plus singuliers de droit de passage, de cadastre, etc. Ce qui fait qu'on a fait 38 acquisitions. Et quand vous voyez le ratio entre le nombre de dossiers et les 38 acquisitions qu'on a réalisées, vous comprenez que, en fait, on essaie de brasser. Et c'est pour ça qu'on aime beaucoup notre positionnement de SCPI diversifié. C'est que ça nous permet non pas de nous enfermer comme certaines SCPI monothématiques dans une classe d'actifs. Ça nous permet d'aller sur tous les marchés, sur toutes les typologies et d'être réellement opportuniste là où sont les opportunités. Et c'est ça qui fait qu'on arrive aujourd'hui à augmenter la performance, le sous-jacent de la SCPI Hirokozen, puisque le taux acte en main, le taux auquel les actifs qu'on a achetés versent du loyer, augmente. On était à 6,13% en 2021. En 2022, on est passé à 6,50%. Aujourd'hui, à fin d'année 2023, on est à 6,80%. Et le fait qu'on arrive à augmenter la performance du sous-jacent, ensuite, il y a, pour vous compreniez, le delta entre ce 6,80% et le 7,12 qui est distribué, c'est qu'il y a de l'effet de levier. Et par ailleurs, on a aussi des revenus financiers, on y reviendra. Mais le moteur d'Hirokozen, ça reste cet immobilier. Et aujourd'hui, il tourne à 6,80% hors effet de levier. Et ça, le fait qu'on ait réussi à augmenter ce taux, ça a eu un effet relatif sur la performance important. Et le dernier point,
Ça, c'est lié au délai de jouissance. C'est un point qui est important. C'est qu'on arrive à investir dans le délai de jouissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un épargnant investit dans Hirokozen, les équipes de gestion arrivent à placer en moins de 3 mois cet argent-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça ne dilue pas la performance des épargnants historiques qui sont déjà là. Et on est capable, si on négociait moins certains deals, probablement qu'on arriverait même à investir un peu plus vite, mais c'est pas quelque chose qu'on souhaite faire. On pense que c'est important de se battre sur les deux tableaux, à la fois sur la négociation pour avoir des taux acte en main et du coup une performance long terme du véhicule qui est bonne, et d'avoir un délai de déploiement qui est dans le délai de jouissance. Et comme ça, il n'y a pas de problème entre les anciens et nouveaux associés. On a effectivement le temps, et c'est ce que vous voyez en 2023, on a eu le temps d'investir la collecte qu'on a reçue. Et du coup, c'était l'occasion aussi de vous présenter quelques acquisitions un peu emblématiques qu'on a faites avec les équipes d'investissement en 2023. Ce qu'on va vous montrer, c'est la plus grosse acquisition, la plus petite et celle qu'on n'aurait jamais dû faire. La première, c'est le campus de Segula Technologies qui est à Francfort. C'est principalement, donc c'est des bâtiments mixtes, mais c'est principalement des bâtiments qui sont des locaux d'activité. Ça fait pas mal d'années qu'on essaye d'investir en Allemagne. On n'a jamais réussi pour plein de raisons. La raison principale est que l'immobilier allemand est très cher et que si on investissait trop en Allemagne, on n'arriverait pas à faire les performances qu'on fait. C'est pourtant un excellent marché. C'est la première puissance européenne. C'est le marché le plus profond. C'est là où il y a le plus de transactions en Europe sur toutes les classes d'actifs. Et c'est aussi un marché dans lequel la fiscalité pour nos épargnants est la meilleure en Europe. Et du coup, ça fait des années qu'on bide de manière un peu agressive en Allemagne sans réussir à faire de deal. Cette année, l'Allemagne, comme tous les marchés européens, a commencé à subir un fort contre-coup et c'était un de nos objectifs de renforcer notre présence à l'étranger et d'augmenter la part des revenus à l'étranger pour baisser la fiscalité de nos épargnants et aussi pour diversifier notre patrimoine. Et l'Allemagne était évidemment en tête de liste et on est très heureux d'avoir fait la plus grosse acquisition avec un rendement acte en main de 6,91 à côté de Francfort, avec un locataire qui est engagé pour 20 ans. Et c'était un bien qui était proposé à plus de 55 millions d'euros et qu'on a réussi à acheter à 50 millions d'euros. Donc on est très fiers de cette acquisition. La deuxième que je voulais vous présenter, c'est la plus petite. Je parlais de granularité, de la taille moyenne des actifs qui sont à l'intérieur de la SCPI. On reçoit des dossiers, on étudie, nous, des dossiers à partir de 800 000 euros. Et là, on n'a pas eu peur d'aller sur un petit supermarché Tesco. Donc, c'est un Tesco Express, donc c'est vraiment un format cœur de ville. C'est exactement le genre d'actifs qu'on aime beaucoup chez Hiroko parce que c'est des actifs qui sont très liquides. Après, c'est des actifs aussi qui sont parfois très chers parce que c'est liquide, parce que c'est des petites tailles. Du coup, il y a aussi beaucoup d'acheteurs qui peuvent se positionner. Sauf que là, dans le contexte, c'est moins le cas. C'est un actif qui était présenté à plus de 2 millions d'euros, sur lequel on a pu acheter à 1,4 million et qui est très bien placé dans Dublin puisqu'il est en plein centre-ville. Et la dernière acquisition, celle qu'on n'aurait jamais dû faire, aujourd'hui, quand on est avec notre stratégie d'investissement, en général, on a fait historiquement peu de bureaux. On s'est positionné sur du bureau récemment parce qu'on voit que c'est une classe d'actifs sur lesquels il y a encore plus de soldes que sur les autres, et du coup, on essaye d'en profiter. Le vendeur, BNP Paribas, voulait le vendre un peu plus de 38 millions d'euros, et personne n'a bidé dessus, parce que les taux prime du bureau à Lyon sont autour de 5,5%. Et là, dans les contextes de marché et sur une taille aussi importante, il y avait peu de monde qui était capable de mobiliser 38 millions d'euros. Et du coup, nous, on s'est permis d'appeler BNP et de leur demander vraiment quel était le contexte et de leur écrire une offre qui répondait à leurs critères. Et les critères de BNP, ce n'était pas forcément un critère de prix, c'est d'abord un critère de délai. Il fallait absolument que cette acquisition soit réalisée avant le 31/12/2023. Et du coup, on avait plus de marge de manœuvre en échange de l'agilité sur les délais, sur les prix. Et du coup, vous le voyez, il y a une décote importante puisqu'on a pu acheter cet actif à un peu moins de 30 millions d'euros avec un rendement acte en main de 7,31%, assez loin des taux historiques sur ce genre d'actif. Puisque c'est un bâtiment neuf qui est loué en multilocataire. Et du coup, on est très content de pouvoir se positionner sur le marché de bureaux lyonnais. Et c'est tout pour les 3 acquisitions qu'on voulait vous montrer et qui merci Gauthier. stratégie.
Et là, effectivement, on a vu donc le premier pilier qui était plutôt lié à notre modèle de frais, le second qui est lié réellement à l'immobilier, notre force de négociation et le fait de pouvoir investir rapidement. Et il y a un troisième pilier qui est lié plutôt à la stratégie de gestion des fonds, qui est vraiment le cœur du métier aujourd'hui de Guillaume. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Effectivement, on a voulu illustrer ici deux principaux leviers qu'on arrive finalement à utiliser pour augmenter la performance de la SCPI. On pourrait très bien avoir une gestion passive et puis distribuer un 5, 5, 50 assez facilement. Nous, notre choix, c'est évidemment de faire mieux, beaucoup mieux. Le premier levier, c'est la dette. C'est de faire une dette, certes, sur la SCPI, maîtrisée, qui soit relutive sur la performance de la SCPI, et enfin qui soit mutualisée. Mutualisée, ça va être d'un point de vue du ratio d'endettement. On va vouloir se limiter à 30% de ratio d'endettement, c'est-à-dire le rapport entre nos endettements bancaires et la valeur de notre portefeuille. Pour rappel, dans nos statuts, on pourrait aller jusqu'à 50%, mais c'est quelque chose qu'on souhaite véritablement maîtriser et garder en deçà de 30%. Deuxième chose, on souhaite que cette dette, elle soit relutive sur la performance. Qu'est-ce que ça veut dire relutive dans notre jargon? Ça veut dire améliorer la performance d'une SCPI qui n'aurait pas de dette finalement. Et donc là-dessus, eh ben, on est très vigilant sur le coût de la dette moyen. Et donc on essaye de négocier chaque dette, de faire plusieurs appels de dette auprès de plusieurs partenaires bancaires afin d'avoir les meilleures conditions possibles. Et aujourd'hui, quand on voit qu'on a un coût moyen de la dette de 3,80 et qu'en face, on a finalement un revenu immobilier de 6,88 à fin 2023, on s'aperçoit effectivement que cette dette, elle est relative et elle améliore la performance. Et enfin, c'est une mutualisation des partenaires. À l'investissement, on aime bien effectivement être granulaire, acheter dans plusieurs marchés, plusieurs typologies d'actifs. Et bien d'un point de vue de la dette, c'est un peu la même chose. C'est d'aller faire des financements bancaires avec plusieurs partenaires bancaires pour avoir une mutualisation de la dette. Aujourd'hui, on est chez 6 partenaires bancaires. D'ici 6 mois, on en aura 8. Et donc, c'est vraiment la stratégie qu'on souhaite avoir. Et c'est possible. Pourquoi? Parce que Iroko est une société de gestion indépendante, non adossée à un groupe bancaire. Et donc, on a la possibilité d'aller négocier comme ça avec n'importe quelle banque. L'effet immédiat finalement de cette dette qu'on a pu déployer sur 2023, c'est une amélioration de notre taux de distribution d'environ 25 bips, 25%, 0,25%. Deuxième élément en termes de gestion sur lequel on a véritablement, en tout cas, la main, c'est la gestion de la trésorerie. En immobilier, pour rappel, l'investissement en immobilier peut durer entre 3 mois et 6 mois en moyenne en fonction des zones géographiques. Nous, la conséquence de cela finalement, lorsqu'on collecte chaque mois des capitaux auprès des associés, c'est qu'on a on a de la trésorerie qui n'est pas encore investie, qui est en attente d'investissement. Et donc, pour pouvoir améliorer à nouveau la performance, on a plusieurs possibilités. Rester passif, ne rien faire de cette trésorerie, être paresseux et la placer sur des comptes courants rémunérés, et être agile, minutieux sur la gestion de la dette et la placer sur des comptes à terme, des dépôts à terme, gérer la maturité en fonction des investissements à venir, de la collecte qu'on a pu enregistrer les semaines précédentes, etc. Et ça, ça nous a fait gagner combien finalement de revenus complémentaires en 2023? C'est 700 000 euros. En 2023, vous étiez à peu près 7 000 associés. Le compte, c'est 100 euros par associé de gains complémentaires. Et d'un point de vue de la rémunération de ces placements de trésorerie, il y a 2 ans, on pouvait tirer 0,20, 0,30%. Aujourd'hui, nous, en 2023, grâce à ça, on a réussi à tirer 3,90% de rendement moyen sur nos dépôts de trésorerie. Et sur la performance, l'effet, il est évidemment assez significatif puisque c'est 0,23% de gain sur le taux de distribution. Merci Guillaume. Je reviens rapidement sur la dette. J'anticipe peut-être une question. Mais quel est notre taux de couverture actuel sur la dette? Donc là aussi, on est sur une SCPI, on est sur un fonds avec plus de 11 000 porteurs de parts aujourd'hui. Donc notre métier, c'est de prendre des risques sur les taux. Dans ces cas-là, lorsqu'on a une banque qui nous propose un taux variable, eh bien, on vient le couvrir. C'est-à-dire qu'on vient acheter un instrument financier auprès d'une banque, auprès d'une banque de couverture, pour pouvoir fixer le taux. Et aujourd'hui, on a 97% de notre encours bancaire qui, finalement, est couvert ou à taux fixe.
Donc, on prend pas de risque de taux, c'est pas notre métier et c'est pas ce qu'on souhaite faire. Merci Guillaume. On vient du coup d'évoquer la performance de la SCPI, en tout cas en termes de taux de distribution, donc 7,12% pour 2023. Il y a beaucoup de questions actuellement sur le marché des SCPI pour tous les acteurs sur la valeur des parts. Donc on a fait des expertises au 31 du 12. Qu'en est-il, Guillaume? Alors effectivement, avant de parler de la valeur de reconstitution, on va parler de la valeur du patrimoine. Nous, aujourd'hui, notre patrimoine, tous les ans, on le fait expertiser par des experts indépendants externes et spécialisés dans leur marché sur l'intégralité de notre patrimoine. L'impact finalement sur 2023, c'est sur notre patrimoine, contrairement à finalement un peu le marché immobilier global où on a pu voir des baisses de valeur de 20, 15, 30% parfois sur certaines classes d'actifs. Nous, on a réussi à avoir un patrimoine progressé d'à peu près 2% sur l'année 2023. Ce qui fait finalement que notre valeur de reconstitution, c'est-à-dire l'argent qu'un investisseur devrait mettre sur la table pour reconstituer le patrimoine de la SCPI à l'identique, atterrit à 209,43 euros. Dans le marché actuel, c'est assez exceptionnel. Tous les jours, depuis juillet, août et encore là en janvier, on entend des SCPI qui baissent la valeur de part. Nous, aujourd'hui, on a une marge et donc finalement une sous-cote à l'achat de 4,70%. La question qu'on peut se poser, évidemment, c'est quid d'une augmentation de la valeur de part de la SCPI Eurocosel? Aujourd'hui, comme on vous l'a expliqué, on a un marché qui évolue vite, on a un marché qui est assez instable, et donc on souhaite surtout être prudent et garder notre prudence qu'on a pu avoir déjà depuis 4 ans maintenant de gestion sur cette SCPI. Et donc, on reconsidérera, je dirais, la valeur de part au courant de l'année en fonction des signes du contexte macroéconomique. Et bien entendu, on ne sera pas en mesure de communiquer en amont, évidemment, d'une potentielle évolution du prix de la part, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on verra en cours d'année. Gauthier, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, sur cette prudence, je pense que c'est quelque chose qui est important aujourd'hui. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que même s'il y a eu des annonces au mois de décembre sur la direction que les banques centrales américaines et européennes voulaient donner au taux, on est encore dans une zone où il y a encore quelques incertitudes sur l'efficacité notamment de l'augmentation des taux pour réduire l'inflation. Et tant qu'on n'aura pas une direction claire de la courbe des taux, et on espère que ce sera courant cet été, on ne prendra pas de décision de gestion trop hâtive. On est content d'avoir de la marge et de continuer à faire progresser ce delta pour petit à petit ensuite probablement augmenter le prix de part pour réduire cet écart. Très clair. Merci Gauthier. On a vu effectivement le marché en 2023, les performances de notre SCPI Hirokozen en termes de taux de distribution et de valeur de part. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour le marché Hirokozen en 2024, Gauthier? Du coup, en 2024, on a clairement intérêt, en tout cas, on a décidé de rester extrêmement opportuniste en immobilier, de continuer à aller chercher, à aller sourcer, à aller travailler tout notre réseau, les banques d'affaires, les fonds d'investissement, les brokers dans les différents marchés sur lesquels on est actif, pour continuer à investir et déployer la collecte. On a eu une collecte d'à peu près 26 millions d'euros sur le mois de décembre, qui est une collecte qui est extrêmement significative dans le contexte, qui fait qu'Hiroko fait partie des plus grands collecteurs maintenant sur le marché des SCPI, ce qui nous permet du coup de faire partie des plus grands acheteurs et de profiter à plein de cette période-là. Moi, je considère aujourd'hui, je pense que l'équipe de gestion sera d'accord pour dire qu'on est dans une fenêtre de tir sur l'immobilier qui est une des plus intéressantes de ces dernières années. Et du coup, l'idée, c'est d'en profiter le temps qu'elle dure. Aujourd'hui, on a à peu près 140 millions d'euros qui sont sécurisés. Quand on dit sécurisés, c'est que les promesses sont signées ou qu'on a des LOI, donc des lettres d'intérêt avec un prix qui sont contresignés par nos vendeurs et qui tournent à plus de 8% de rendement, acte en main, ce qui fait qu'on est encore dans un marché qui est relatif pour la SCPI Hirokozen et qui nous permet du coup d'envisager assez sereinement la suite. On a parlé de taux acte en main du portefeuille. On estime qu'au 31 juin 2024, le taux acte en main du portefeuille il sera supérieur à 7,12 grâce notamment à ces nouvelles acquisitions. Donc évidemment, ce n'est pas garanti, ça dépendra du bon déroulement de ces acquisitions, mais ça nous rend extrêmement
optimiste pour la suite. Et du coup, aussi, on s'est fixé, avec l'équipe de gestion, un objectif de performance pour 2024 qui va être compris entre 6,75 et 7,50. Évidemment, ça va dépendre de notre collecte. Ça va dépendre des acquisitions immobilières qu'on fait, des placements de trésorerie, voilà, du bon paiement des loyers par les locataires, etc. C'est pour ça qu'on vous donne cette fourchette qui est prudente. Maintenant, soyez assurés de notre énergie pour battre ce qu'on a fait ces dernières années en 2024. Merci Gauthier. Et alors, on a parlé effectivement de 2023 en termes de performance. Nos équipes ont aussi beaucoup travaillé pour vous permettre d'avoir de nouvelles manières d'investir au sein de la SCPI. C'était très demandé, très demandé par tout le monde. Et il est désormais possible, depuis 2023, d'investir en versement programmé à partir de 50 € par mois, que ce soit en pleine propriété. Et puis, c'est également disponible plus récemment en nue propriété. Donc, vous avez la possibilité, à partir d'une durée de 5 ans, d'investir en nue propriété pour préparer des projets futurs. Et vous avez également la possibilité, depuis 2023, de réinvestir tout ou partie de vos dividendes lorsque vous êtes plein propriétaire de vos parts de SCPI, et donc de vous permettre d'augmenter au fur et à mesure votre capital potentiel au sein de la SCPI. Et donc ça, c'était disponible en 2023. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour 2024 ? Du coup, en 2024, on vous pose régulièrement des questions, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais notamment dans la newsletter qu'on fait régulièrement parvenir chaque mois, il y a des questions qui sont posées à la fin et qui nous permettent aussi de structurer un petit peu la suite, les évolutions du produit et de la plateforme. Il y a un sujet qui a été maintes fois mentionné, qui est la souscription pour les enfants mineurs. C'est quelque chose qu'on fait aujourd'hui, plutôt de manière manuelle et en back-office. L'idée là, dans les prochaines semaines, va être pour nous de construire directement dans les espaces la capacité de souscrire pour les enfants mineurs de manière digitale et simple, et de lancer un programme de parrainage un peu amélioré. Aujourd'hui, vous l'avez compris, la collecte, c'est le nerf de la guerre. Le fait d'avoir de nouveaux associés dans Hirokozen, pour nous, c'est l'occasion de continuer à grandir, de déployer des fonds dans un contexte de marché qui est idéal, et d'avoir une liquidité aussi encore plus forte pour Hirokozen. Et du coup, l'idée, c'est de sortir un programme de parrainage qui soit un peu plus motivant pour tout le monde. On a un bouche-à-oreille qui est très fort. Pour information sur Hirokozen, on a sur 100 nouveaux épargnants, il y en a 24 qui viennent du bouche-à-oreille, donc c'est beaucoup. L'idée, c'est de continuer comme ça. Je considère que c'est une croissance qui est très saine. Et du coup, le programme de parrainage, il va être articulé autour d'une récompense financière qui sera de 1% de la souscription du filleul pour le parrain. Et ensuite, libre à vous d'éventuellement le partager avec votre filleul. Et tout ça sera organisé depuis votre tableau de bord. On espère pouvoir le sortir dans les prochaines semaines. Du coup, à retenir, puisque c'est la fin de ce webinaire, on va pouvoir passer aux questions. On voulait déjà que vous ayez bien en tête que ces trois informations, qui sont les trois informations un peu clés, c'est en tout cas quand on parle de performance, on a fait 7,12% de distribution en 2023, troisième année à plus de 7%. C'est quelque chose qui n'a été fait par personne dans ce marché. Que la valeur de reconstitution, elle est en hausse, et qu'aujourd'hui, quand vous achetez une part à 200 €, elle présente concrètement une sous-cote de 4,7% par rapport au prix d'achat. Et enfin, que l'objectif de performance pour 2024, il est entre 6,75 et 7,50. Voilà, donc c'était les éléments à retenir sur la performance financière. Il y a évidemment des sujets sur la performance extra-financière qu'on abordera un peu plus profondément au prochain webinaire, pour faire un peu un bilan aussi sur les travaux qu'on a pu mener sur le parc, les investissements qu'on a fait pour optimiser, réduire les consommations énergétiques de nos locataires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va prendre un peu de temps là avec Antoine et Guillaume pour y répondre. Je vois que dans le chat, il y a déjà beaucoup de réponses qui ont été faites. Et si vous devez y aller, ou si vous n'avez pas forcément des réponses qui vous semblent satisfaisantes, n'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous directement. Vous pouvez le faire auprès de votre conseiller en gestion de patrimoine ou directement sur votre espace. N'hésitez pas. Pour répondre aux questions, donc à quelle fréquence est-ce qu'on verse des dividendes? Hirokozen le fait à une fréquence mensuelle. C'est plutôt trimestriel sur ce marché. Nous, on considère que on est tous habitués à recevoir des revenus par notre travail
ou à payer des traites, par exemple, d'emprunts bancaires tous les mois. Donc, on a voulu faire ça mensuellement. Les taux de rendement acte en main commencent-ils à baisser? C'est une excellente question. Aujourd'hui, ce qu'on voit et ce que vous voyez dans le pipe qu'on a construit, dans les futures acquisitions qu'on a avec les 140 millions d'euros à plus de 8%, c'est que il y a eu en 2023 des mises sur le marché qui n'ont pas trouvé preneur. Il y a peu d'acheteurs aujourd'hui. Il y a peu d'investisseurs qui sont capables de mobiliser des sommes importantes, notamment sur des gros deals. Et du coup, les prix continuent de baisser. En tout cas, on voit encore, même s'il y a un regain, on a vu notamment là à Paris un dossier qui a été mis en vente sur lequel il y a eu une quarantaine d'offres qui ont été remises, ce qui n'était pas arrivé depuis quasiment 18 mois sur le marché parisien. Il y a un vrai regain des investisseurs pour l'immobilier, puisque l'immobilier a repricé, puisque le prix de l'immobilier maintenant est plus cohérent avec la récompense de l'argent sans risque, le montant que les banques, notamment auxquels les banques rémunèrent les comptes à terme. Et du coup, il y a des investisseurs coréens, chinois, américains qui sont revenus en France et qui commencent à chasser un peu les opportunités. Maintenant, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas encore des opportunités, d'autant qu'il y a encore beaucoup d'institutionnels qui doivent vendre et qui sont des contextes où ils doivent vendre rapidement. Et on essaye aujourd'hui de saisir ces contextes-là pour acheter de manière assez agressive et continuer à relever la performance du véhicule. Donc aujourd'hui, la fenêtre de tir, elle n'est pas refermée. Moi, je considère qu'il y a encore quelques mois pour le faire et on est assez confiant en 2024 pour avoir encore cette fenêtre de tir sur de l'immobilier avec des taux de rendement élevés. J'en profite pour rebondir effectivement toujours sur la partie taux acte en main. Peut-être une question pour toi, Guillaume. C'est vrai qu'on vient d'afficher sur une slide qu'on a un taux moyen acte en main en 2023 qui est de 6,8%. Il y a une question sur comment finalement on arrive à avoir une performance supérieure à ce taux acte en main, puisqu'on est à 6,8 versus 7,12% de taux de distribution. Oui, effectivement, c'est une question évidemment pertinente dans la mesure où sur une SCPI, on a ce qu'on appelle le délai de jouissance, vous connaissez, chez nous les 3 mois, et donc qui permet finalement d'afficher un rendement supérieur au rendement réel par le fait qu'on collecte chaque mois un peu plus et plus le stock de collecte est important, plus cet effet s'amoindrit. Donc nous, finalement, pour justement améliorer la performance par rapport au 6,88 et arriver à 7,12, ça va être battre ce délai de jouissance et donc investir plus rapidement que le délai de jouissance les capitaux. Aujourd'hui, on investit à peu près en moyenne à 2,5 mois chaque euro. Ça, c'est le premier élément qui va améliorer la performance immobilière. Deuxième élément, ça va être l'effet de levier. On en a parlé. On garde évidemment cet effet de levier pour la SCPI et on souhaite qu'il soit maîtrisé. C'est pour ça qu'on se limite à 30%. Troisième effet également, c'est la gestion de la trésorerie. En immobilier, on a toujours un petit peu de cash qui est non investi. Et donc, l'objectif, c'est de l'investir le mieux possible et de gagner quelques points de performance. Merci Guillaume. Il y a une question également sur les événements physiques que je viens de voir passer. Oui, on a prévu effectivement d'organiser des événements physiques et le prochain sera l'Assemblée Générale qui se tiendra fin avril ou début mai, où on aura l'occasion de vous représenter les résultats 2023 et d'échanger sur des nouvelles résolutions. Ce sera l'occasion évidemment de rencontrer toute l'équipe de gestion. Et il y a une question également sur la gestion des immeubles. C'est vrai qu'on a de plus en plus d'immeubles en portefeuille. Comment est-ce qu'on les gère au quotidien? Peut-être une question pour toi, Gauthier. Avec plaisir. Déjà, on les gère bien. Il y a plusieurs sujets derrière ça. La première, c'est qu'on fait l'immobilier d'entreprise et pas l'immobilier résidentiel. Concrètement, quand on achète un bâtiment, le premier bâtiment qu'on a acheté, par exemple, c'est un bâtiment qu'on a acheté à Reims, qui est loué dans le cadre d'un 9 ans ferme à un locataire qui s'appelle Pôle emploi. Donc, concrètement, gérer un bâtiment loué dans le cadre d'un 9 ans ferme Pôle emploi, c'est pas une tâche qui est extrêmement compliquée. Et on a peu de gestion de ces bâtiments-là, puisque on est sur de l'immobilier d'entreprise, des baux qui sont long terme. Pour rappel, nos locataires ils sont engagés sur plus de 8 ans. Le vrai travail, il est plutôt devant nous, c'est un travail de renouvellement des baux, de gestion des locataires et de gestion de l'éventuelle vacance. Aujourd'hui, on n'a pas de vacances sur Hirokozen,
nos bâtiments, ils sont pleins. On a un taux d'occupation qui est de 99,99%. Et c'est normal, on ne va pas s'en enorgueillir, puisqu'on est une SCPI jeune. Notre patrimoine, il est aussi jeune et récent. Et c'est dans les prochaines années qu'on aura un petit peu plus de travail. Pour ça, on est accompagné localement, on a des partenaires. Et ensuite, il y a plutôt sur la partie ISR une volonté qui est dans notre ADN, qui est d'améliorer les bâtiments qu'on a, parce qu'on pense qu'à terme, c'est quelque chose qui va aussi valoriser le patrimoine. Et du coup, on fait des travaux. Pour information, en 2024, on prévoit de faire environ 7 millions d'euros de travaux sur le parc pour améliorer les actifs. Et là, du coup, on a des équipes en interne qui organisent ces travaux et qui passent par des prestataires pour déployer ensuite ces travaux dans les différents bâtiments. Et ensuite, on a, pour finir, des partenaires. Vous voyez, par exemple, en ce moment, on déploie quelques bornes de recharge électrique sur quelques bâtiments du parc. Là, c'est directement les équipes de nos partenaires qui installent les ombrières, les panneaux photovoltaïques, les bornes de recharge, etc. Donc aujourd'hui, la gestion du parc, elle est administrée et pilotée en interne sur tous les éléments qui sont stratégiques, à savoir combien de travaux on va dépenser, où est-ce qu'on investit, c'est quoi le ROI de notre investissement, quels sont les baux qui arrivent à échéance, quelles sont les négociations qu'on a avec nos locataires. Et ensuite, c'est délégué en fonction des différents pays et en fonction des actions qu'on souhaite mener à des acteurs locaux qui peuvent ensuite appliquer notre politique dans les différents bâtiments. Les seuls baux, pour information, qui sont, et vous le verrez dans le bulletin trimestriel par ailleurs, qui sont arrivés à échéance, ce sont les baux des MAF qu'on a achetés en région et qui ont tous les baux ont été renouvelés. Donc aujourd'hui, on apprend petit à petit, on structure les équipes, mais on va dire que le travail d'asset, il est plutôt devant nous, puisque petit à petit, l'âge du portefeuille va aussi augmenter. Et c'est aussi pour ça qu'on va avoir, vous allez le voir dans les prochaines années, un profil un peu particulier où on va vouloir faire tourner un peu plus les actifs pour justement limiter ce travail d'assets et continuer à acheter des actifs avec des bons couples risque-rendement, avec peu d'investissements à faire dedans, que des investissements un peu d'amélioration, d'optimisation et rien de trop structurel. Conserver pour nous un parc qui est récent, c'est s'éviter des gros problèmes. Alors, ça demande plus de gestion, une gestion plus active, mais on pense que c'est important. On ne veut pas tomber dans l'écueil de quelques SCPI qui ont gardé pendant des années, sans trop les regarder leur bâtiment, jusqu'à ce qu'ils soient obsolètes. On va essayer d'éviter ça. Merci Gauthier. Une question qui est assez corrélée, qui est liée à la structuration de l'équipe IMO. Comment est-ce qu'on structure l'équipe et qu'est-ce qu'on prévoit dans le futur pour pouvoir justement continuer à déployer et à gérer ces immeubles? Le projet d'Iroko, il était ambitieux dès les premiers jours et on a absolument voulu se préparer à une collecte importante. Du coup, on a une équipe aujourd'hui d'investissement et de gestion qui est plutôt très dimensionnée par rapport aux standards qu'il y a sur le marché. Vous voyez, aujourd'hui, l'équipe IMO, elle est à peu près 4 fois plus importante que notamment un de nos concurrents qui collecte à peu près la même chose que nous. Et c'est ça qui nous permet d'avoir cette granularité, de faire autant d'offres, d'être actif sur autant de marchés, de négocier autant les deals. Et c'est quelque chose qui est dans notre ADN et qu'on ne va absolument pas changer. Le deuxième pendant du projet, c'est aussi le fait de nous outiller en interne. Si on regarde un petit peu le travail d'une société de gestion, il y a une grosse partie de ce travail qui peut être automatisé. L'onboarding de nos épargnants, le fait de gérer la vie des dividendes, des retraits, des parts, etc., d'automatiser le plus possible le back-office. On essaie de construire on va dire une expérience qui est pas vraiment de la pierre papier, mais de la pierre 2.0, où les choses sont fluides et où ce sont plutôt nos épargnants du coup qui font les actions, qui ont le pouvoir de le faire depuis leurs espaces, pour que nous on puisse se concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur, à savoir faire l'immobilier. Et du coup, il y a un sujet aussi de recentrer les moyens là où ça a de la valeur ajoutée. Et du coup, les hommes. Et notre enjeu, il est de continuer à investir dans notre équipe d'investissement et notre équipe d'assets pour qu'on puisse faire face à ce qu'on gère aujourd'hui. Quand on collecte, ce que vous avez vu, 254 millions d'euros, on est encore un petit acheteur sur le marché immobilier. En ayant en plus une stratégie qui est diversifiée, on a accès on est libre de faire beaucoup d'opérations différentes dans beaucoup de pays. Donc le marché adressable, il est très gros, ce qui nous permet d'avoir beaucoup d'opportunités. On est loin aujourd'hui
d'avoir un problème de collecte. Aujourd'hui, un problème immobilier, pardon, on a plutôt un problème de collecte. Ça veut dire que, en fait, aujourd'hui, on a plus de bons deals à faire que de collecte sous la main. Donc, on est plutôt dans une bonne situation. En tout cas, je préfère avoir ce problème-là que le problème inverse. Et après, c'est aussi un sujet d'exigence et compter sur nous pour avoir une équipe de gestion qui soit expérimentée, professionnelle. On se permet parfois d'aller débaucher quelques professionnels dans d'autres sociétés pour faire grandir un petit peu Iroko rapidement. Et on continue à le faire avec un gros niveau d'exigence pour continuer à construire un commando qui soit agile, motivé et motivant pour prendre des bonnes décisions. Merci Gauthier. Et on va peut-être finir sur une dernière question qui revient assez régulièrement, que ce soit dans vos échanges avec nos conseillers au quotidien ou dans ce webinaire, et qui questionne sur le modèle de frais. C'est vrai qu'on n'a pas de commission de souscription, on a peut-être des frais de gestion qui sont légèrement supérieurs à la moyenne. Est-ce qu'on se rattrape, Gauthier et Guillaume, sur les frais de gestion et comment ça fonctionne en fait tout ça? C'est un bon point. Si tu arrivais à mettre la slide qui explique un peu le modèle, ce serait hyper intéressant. On a effectivement un modèle qui est assez orthodoxe, mais on ne se voyait pas faire les choses différemment. Prendre 10 ou 12% de frais d'entrée, pour moi, ça ne correspond pas à ce qu'on attend. L'enjeu, c'est d'aligner les intérêts. Prendre 10% à l'entrée, ça veut dire qu'il y aurait une grosse partie du travail qui était faite à l'entrée. Or, quand on confie de l'argent à un gérant, c'est pour qu'il le gère. Et du coup, nous, on est rémunéré différemment. On est rémunéré à la gestion, on est motivé à la gestion. Et du coup, on met des people à la gestion pour acheter, pour vendre avec de la plus-value, pour faire des travaux, pour sourcer des deals off-market avec moins de compétition et pour gérer nos locataires et avoir un maximum de loyers dans les SCPI. Du coup, nos loyers, la façon dont aujourd'hui la SCPI, la société de gestion est rémunérée, elle est assez saine parce qu'elle permet d'aligner les intérêts entre les épargnants et la société de gestion. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est est-ce qu'on se rattrape ? Et ça a été souvent une ligne de défense de nos concurrents qui n'ont pas toujours vu l'arrivée de Hirokozen d'un bon œil. Le premier sujet, c'est que nous, on n'a pas de commission de souscription. La commission de souscription, son assiette, c'est le montant d'investissement. Donc, si vous investissez 100 et qu'il y a une commission de souscription à 10%, c'est 10 € qui partent. Nous, on a une commission de gestion sur les loyers qui est effectivement plus élevée que le marché. Elle est plus élevée parce que la moyenne, elle est à peu près à 10,80%. Et nous, on est à 12%. Mais c'est 12% des loyers. Et du coup, on parle d'un montant qui est supérieur dans un ordre de grandeur qui est très différent puisque l'assiette est différente. Si on regarde du coup par rapport à l'argent placé, comme les loyers vous représentez à peu près entre 6 et 7% de l'argent qu'on gère, que nous, on en prend 12% au lieu de 10,80%, en fait, à la marge, c'est 0,1% ou 0,2% par an en plus qui est fait. Pour info, on avait fait le travail, puisque une société de gestion qui s'appelle Quorum s'était permis de dire ça. On avait fait le travail en prenant les rapports annuels. Et on se rendait compte que on prenait juste le montant des frais perçus et l'argent qui était géré. On était quasiment 2 fois moins cher que la moyenne des SCPI de ce gérant-là. Donc, en fait, on se rattrape, oui, parce qu'on a des frais de gestion qui sont élevés. On n'a jamais voulu être une société de gestion low cost. Au contraire, on a vocation à être une société de gestion avec des people qui sont bien rémunérés, mais qui sont rémunérés sur des objectifs qui sont atteints. Et du coup, on a des commissions qui sont variables à l'encaissement des loyers et variables au fait qu'on fasse des plus-values. Ça, c'est le premier sujet. Moi, je trouve que c'est hyper motivant et ça nous permet de recruter des gens qui ont du talent et qui sont bons et qui ont envie de se battre pour atteindre ces objectifs-là. Et le deuxième sujet, c'est qu'en fait, comme on met plus d'argent au travail, on génère aussi plus de loyers. Et en générant plus de loyers, en fait, même en ayant une commission de gestion un peu plus élevée, ça fait plus de loyers nets dans la poche de nos épargnants. Donc le modèle, en fait, il est 100% sain. Il y a des équilibres qu'il ne faut pas franchir. Et aujourd'hui, nous, on a un modèle un peu moins cher que les autres SCPI qui n'ont pas de frais d'entrée, notamment sur la commission de gestion. Et on pense qu'il ne faut pas y toucher. Parce qu'après, on peut effectivement franchir cet équilibre-là, mais qu'avec 12%, aujourd'hui, comme on met plus d'argent au travail, le loyer net, il est toujours plus important. Et du coup, c'est sain comme modèle, parce que c'est alignant, c'est motivant pour nous, et ça nous permet ensemble, collectivement, d'avoir un modèle qui est plus vertueux. En tout cas, on en est convaincu.
Merci Gauthier, merci Guillaume. On va s'arrêter là. On essaie toujours de conserver un format assez court. Ça fait maintenant plus de 45 minutes qu'on est ensemble. On n'a pas pu répondre évidemment à l'ensemble des questions. N'hésitez pas, encore une fois, à prendre rendez-vous avec un conseiller Iroko sur iroko.eu pour toute question. Et si vous êtes accompagné évidemment par un conseiller en gestion de patrimoine, vous pouvez vous rapprocher de celui-là qui répondra également à l'ensemble de vos questions. N'hésitez pas également à nous faire un retour sur le format, sur ce qu'on peut améliorer, sur les sujets que vous souhaitiez également aborder. Et je vous souhaite également une excellente journée. Merci Gauthier, merci Guillaume. Merci Antoine et merci à tous pour votre